Place en formation ce soir, la Calédonie est à feu et à sang. Le pays est en proie aux émeutes. Ils ont pris le pays en otage, Les Blancs vont grand remplacer les Kanaks. Ce sont des sauvages. C'est un clash civilisationnel. J'ai passé la deuxième partie du mois de mai devant les écrans, à regarder mes amis s'écharper sur les réseaux. Tantôt aux Kanaks se voir reprocher d'avoir défendu par leur silence la violence des exactions, d'avoir été lâches, de ne pas avoir pris la parole alors que les émeutiers avaient mis l'économie du pays à terre et des milliers de personnes au chômage, tantôt pour les autres d'être des néocolons, complices de l'État français, racistes, incapables de comprendre la situation dans laquelle se trouvait le peuple kanak et les revendications du peuple premier. Pendant des mois, le peuple calédonien s'enivre de débats qui tournent rapidement au vinaigre. Au cours de ces conversations entre eux, est souvent abordée la question de la légitimité des origines. Mais on remarquera que peu importe sa communauté d'appartenance, il est en fait assez difficile de parler de légitimité des origines intercoloniales, surtout dans une ancienne colonie de peuplement où cette légitimité des origines rejoint celle d'avoir ou pas le droit de voter. Ces notions de légitimité sont plurielles et loin de faire l'unanimité. Prenez les Lapita qu'on évoquait dans la précédente vidéo par exemple. Les Lapita sont souvent l'objet de polémiques ici. On entend parfois jaillir un discours assez largement répandu selon lequel les Lapita seraient le véritable peuple premier de l'archipel, et que les Kanaks auraient en quelque sorte usurpé ce titre, parce qu'ils auraient eux-mêmes chassé et remplacé les Lapita. Cette théorie, connue sous le nom de la succession des races, a notamment été défendue dans les années 1950, entre autres par le géologue Jacques Avias, qui décrivait les Lapita comme un groupe apparenté aux ancêtres des Blancs actuels, absorbée et détruite ultérieurement par la civilisation moins évoluée et sans doute plus féroce des Mélanésiens proprement dits. Mais que nous disent les archéologues modernes ? Si on s'intéresse aux travaux de chercheurs locaux comme Christophe Sand ou Jean-Marie Wadjawane, si les premiers humains peuplent le nord de la Mélanésie il y a 50 000 ans, la Nouvelle-Calédonie n'est habitée que depuis 3 000 ans, soit environ 120 générations. Les premières populations arrivent en pirogue. Elles sont déjà le fruit de métissage entre des peuples d'Asie du Sud-Est et du nord de la Mélanésie. Ces nouveaux arrivants apportent avec eux la culture dite Lapita, qui se développe à cette époque en Papouasie-Nouvelle-Guinée et se distingue par ses poteries en argile finement décorées. Cette tradition Lapita s'étend de 1200 à 900 avant Jésus-Christ, avec une arrivée en Calédonie située vers 1100-1050 avant JC. À mesure que ces générations passent, les poteries Lapita évoluent. Les décors sont progressivement abandonnés. Certains interprètent ça comme un changement de population, mais c'est en réalité une simple évolution de pratique, presque comparable à un changement de mode architectural entre le baroque et le minimalisme. Mais rien, selon ces chercheurs, ne suggère le remplacement d'une population par une autre. Bien que les populations côtières soient plus exposées aux attaques que les populations des terres intérieures, plus isolées, les interactions entre les peuples côtiers et les populations des terres intérieures montrent que ça n'a pas toujours été le cas. Les îles, en tant que carrefour culturel, ont toujours vu se succéder différentes vagues migratoires, sans pour autant entraîner de disparition totale des peuples précédents. Dans les îles Loyauté et l'est de la Grande Terre, la fabrication des poteries est progressivement abandonnée, non pas à cause d'un changement de population, mais bien en raison d'une adaptation à l'environnement. La qualité de l'argile y étant moins bonne, on préfère donc importer les poteries. Il est important de ne pas opposer les Kanaks et les Lapita, ce sont les évolutions culturelles d'un même peuple. Alors, comment on passe de l'un à l'autre ? La période Lapita dure environ 250 ans, soit à peine 1/10 de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Pendant cette période, des dizaines de pirogues arrivent, et les échanges entre les îles et les villages côtiers sont donc constants. Mais au fil des siècles, les pratiques agricoles comme la culture sur brûlis et les conflits fonciers liés à la réduction de ces terres fertiles vont entraîner un certain nombre de tensions politiques. Une période de sécheresse intense vient aggraver la situation, rendant les sols arides et augmentant la pression démographique. Pour le dire autrement, il y a trop d'humains par rapport au nombre de ressources disponibles et ça pose problème. Des tensions politiques se manifestent alors par la construction de fortifications, comme celle qu'on a découverte à Maré, où des analyses osseuses révèlent des pénuries alimentaires sévères. Vers le premier millénaire après Jésus-Christ, face à ces défis, la société doit évoluer, elle doit s'adapter pour devenir plus résiliente. Cette période de crise voit l'émergence de nouveaux systèmes politiques. De nouvelles techniques agricoles apparaissent, notamment pour la culture de l'igname, avec des buttes de plus d'1 mètre de haut, et pour le taro avec des plateformes inondées gigantesques, les taraudières. Ces innovations nécessitent une grande main-d'œuvre et poussent la société à s'organiser différemment pour être plus résiliente. Les familles élargissent alors leur cercle pour y inclure voisins et proches. Cela donne naissance aux clans, élément caractéristique de la culture kanak. Pour résumer, progressivement, la Nouvelle-Calédonie voit l'évolution de ses pratiques et de ses structures sociales, toujours en réponse aux défis posés par l'environnement et les changements démographiques.
La continuité entre les cultures Lapita et Kanak ne fait aucun doute et montre une adaptation réussie plutôt qu'un remplacement de l'une par l'autre. Il nous faut donc imaginer une histoire faite de migration, de conflictualité, d'échanges, formant un ensemble de continuités et de structures sociales plus ou moins stables selon les endroits et selon les périodes. Pensez cette histoire comme une continuité de discontinuité. Qu'en est-il aujourd'hui ? Si la Nouvelle-Calédonie détient le 4e plus fort taux d'endémisme au monde, avec près de 75% de sa biodiversité qui n'existe que sur le territoire, on estime que chaque année, les feux de forêt et les feux de brousse sont responsables de la destruction d'environ 3% de sa surface, détruisant les sols, déjà lourdement impactés par l'érosion naturelle et l'exploitation minière. La terre, ainsi mise à nu, est en proie à la sécheresse, ce qui entraîne une diminution de la capacité des sols à absorber l'eau, une diminution progressive des nappes phréatiques et de l'eau douce à disposition pour la biodiversité calédonienne. Ces bouleversements risquent de s'accroître avec le dérèglement climatique. Aujourd'hui, sur le territoire, le secteur de l'alimentation est dépendant des importations à près de 80%. Des périodes comme le Covid ou les récents événements nous ont montré qu'ici, lorsque les imports sont bloqués, mieux vaut avoir une certaine autonomie alimentaire et avoir accès aux légumes du champ. Ces phénomènes naturels et politiques que rencontre la Calédonie aujourd'hui ne sont pas sans faire écho aux défis que les anciens ont dû surmonter, mais avec un enjeu encore plus grand cette fois-ci, car il pourrait entraîner une perte irréversible de la biodiversité et des ressources essentielles pour les Calédoniens d'aujourd'hui. Pour le moment, le peuple a bien d'autres choses à penser. Cela dit, son premier défi à l'heure actuelle semble faire écho aux défis qu'ont rencontrés ses anciens, celui de réussir à faire peuple afin de construire des structures sociales plus résilientes face à ce qui vient. La Calédonie est un petit pays contenant à lui seul une immense diversité, un petit pays où on a l'habitude de dire que tout le monde se connaît. Aujourd'hui, on estime que près d'une personne sur 10 est issue de métissage, auquel on peut ajouter les personnes portant dans leur ADN les gènes d'un métissage lointain ou oublié, officiellement considérés comme des Kanaks ou des Koldoches. Alors, comment décolonise-t-on une colonie de peuplement ? Et que faire des Caldoches ou autres personnes dont les ancêtres sont nés ici, qui sont parfois inclus dans les chiffres comme des Européens, alors même que certains n'ont jamais mis le pied en Europe ? Et que faire de toutes ces populations vietnamiennes, javanaises, japonaises, wallisiennes, polynésiennes ? Ces gens-là n'ont-ils pas le droit de citer dans les récits médiatiques ? La violence de la colonie de peuplement se situe précisément ici. Elle va retirer progressivement aux populations d'exister par le prisme de colonisateur ou colonisé, puisqu'elle rend les choses plus compliquées que ça. Des gens s'installent ici, font des enfants, tissent des liens d'amour, d'amitié, se mêlent aux populations locales, s'attachent, restent. Pourtant, peu importe de quel côté on se situe dans ce grand discours, on est perdant à la moindre escalade de la tension. Si on est Caldoche, on sera considéré par certains comme un descendant de colons. Si on est Oreille, on sera perçu par d'autres comme un néocolon métropolitain, capable d'affaiblir le poids de la culture kanak par sa simple présence. Et si on est kanak, lentement, la colonie de peuplement nous retire la légitimité de dire qu'on est le peuple premier, la légitimité de dire qu'on s'est fait voler les terres de nos ancêtres et qu'on est perdant dans cette équation, que les inégalités sociales le montrent bien, en nous disant quelque chose comme « Bon, vous n'êtes plus tout seul maintenant, il faut composer avec les autres. Hein. » Bah tiens, c'est facile à dire mais moins facile à mettre en place quand on souhaite préserver sa culture sans pour autant écraser celle de l'autre. Si on est métis, on se retrouve facilement le serrant entre deux chaises inconfortables et enfin, si on est d'origine tahitienne, vanuataise, japonaise, wallisienne, vietnamienne, javanaise, on est effacé par ce grand conflit qui attend pourtant de nous de choisir un camp quand la société rattrapée par son passé colonial regagne un état biphasé. Quoi qu'il en soit, les défis que représente cette identité commune restent un sujet complexe et épineux, qui est pourtant central dans l'avenir de l'archipel. Alors qu'à l'approche du 24 septembre, la Nouvelle-Calédonie continue d'écrire son histoire, il est essentiel de se rappeler que les voix des Calédoniens sont les plus authentiques que vous trouverez. Dans les prochains épisodes, nous plongerons plus en détail sur l'histoire des autres communautés de l'archipel. Nous chercherons à saisir entre autres les identités caldoches et à décortiquer ce qui s'est passé pendant cette période des accords de Nouméa et Matignon. Une chose est sûre, la suite de cette histoire appartient aux Calédoniens, qui vivent chaque jour les réalités de leur terre et non aux médias mainstream. Alors en tant que oreilles, faisons le choix de l'écoute et continuons à découvrir et à respecter la diversité de leur culture et de leurs identités.